Jonas est un artiste voilà, qui a une présence internationale, qui a montré dans de nombreuses institutions artistiques. Vous pourrez voir son travail au Centre Pompidou de Metz à partir du 6 novembre. Jonas est un artiste, mais il est aussi un chercheur. Il travaille beaucoup sur cette question entre art et propagande, art et imaginaire politique. Et alors, il a aussi travaillé sur tout un tas d'initiatives. Il a par exemple, il co-dirige un camp de formation qui s'appelle Training for the Future depuis 2018. Avec un avocat des droits de l'homme, Jean Frémont, il a aussi lancé un collectif qui s'appelle Collectivize Facebook. Et tout un tas d'autres initiatives vraiment qui essaient d'utiliser des imaginaires pour créer des formes collectives d'action. Donc, je remercie Jonas qui va lancer sa présentation. Merci. Merci Martin, merci à tout le monde qui a organisé ce symposium, tout le monde qui nous a reçus, tout le monde qui a programmé ce gathering, les cuisiniers, les traducteurs. I think after 1.5 years of Je crois qu'après 1 an et demi de pandémie, toute l'anxiété qui en a résulté, la perte que certains d'entre nous ici ont expérimenté, je crois que ces moments de rencontre et l'expérience d'être en lien les uns avec les autres sont un vrai cadeau. Donc je peux dire que c'est un plaisir pour moi de partager ces 2 jours avec vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu de craquement dans... c'est peut-être à cause de ma barbe avec le micro qui est trop près de ma bouche. C'est l'élément non humain de mon élocution. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le craquement a disparu? Bien. Nous sommes ici pour parler des réalités de la science-fiction. Et bien évidemment, lorsque nous parlons de l'impact de la science-fiction dans la formation de notre réalité, on pense souvent aux grands films en tête d'affiche. Alors, est-ce que c'est le bouton vert pour changer les diapos? Donc évidemment, on pense aux grands films d'Hollywood, on pense à Minority Report et au scan du corps dans Running Man, qui maintenant fait partie de tous les aéroports. Il y a des scans dans tous les aéroports. On pense aux voitures électriques dans Gattaca de 1997, qui maintenant est un monopole chez Tesla, ou bien on repense à l'utilisation par Tom Cruise d'écrans tactiles dans Minority Report, qui en fait était ou qui préfigurait les iPads et les iPhones. Mais évidemment, ceci n'est pas une conséquence toute naturelle de la culture de la science-fiction. L'industrie de la technologie et les designers de produits placent des produits de haute technologie qu'eux-mêmes développent, et ils les placent dans des grosses productions de films. Alors, c'est pas qu'on imagine de manière organique le futur alors qu'il apparaît dans le film. Non, il y a un élément très actif de placement de produits. C'est-à-dire qu'à travers la culture populaire, on est habitué à reconnaître des produits qui ne sont pas encore lancés sur le marché. Mais une fois qu'ils le sont, ils deviennent familiers aux utilisateurs. La première fois qu'on a vu un iPhone à écran tactile, on savait comment ça marchait parce qu'on l'avait reconnu. On avait été formé à le voir et à l'utiliser. J'aimerais beaucoup voir l'image, si possible, l'image en gros. Donc, si on pense à des designers de produits comme Sid Mead, par exemple, qui a développé les scènes, ou plutôt les produits intérieurs pour Blade Runner, Tron et Tomorrowland. Tomorrowland est en fait un exemple parce que c'est un film qui a été fait comme si c'était une grande foire mondiale qui est comme un exercice en accéléré dans le placement de produits du futur. Donc Sid Mead,
il remplit toujours ses films de science-fiction avec ses produits développés par l'industrie et financés par l'industrie. Donc, il fait des placements de produits du futur et ce sont des centres urbains de l'hémisphère nord aujourd'hui. Donc, notre présent ou le futur passé a été le résultat d'un placement de produit. En ce sens, la science-fiction opère tout au long de ce que Shoshana Zuboff avait décrit comme étant le marché prédictif du capitalisme basé sur la surveillance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il s'agit pas seulement de recueillir les données de comportements passés pour anticiper les schémas de consommation futurs, mais de prédire, grâce aux bases des algorithmes, les comportements futurs pour assurer des marchés. C'est-à-dire que l'eau, l'air vont devenir des marchandises et le futur lui-même va devenir une marchandise et est conçu comme tel. Pardon. Oui, oui. Je comprends. Merci. These examples. Donc, je disais que ces exemples sont une preuve du pouvoir relatif de l'art et du design pour développer des morphologies qui façonnent le monde dans le futur, même si la manière dont ces objets sont imaginés sont considérés comme des armes par l'environnement industriel militaire et le pouvoir d'État pour concevoir des futurs désirables qui servent leurs intérêts. On en a parlé avec Virginie. Et donc ça correspond à des imaginaires collectifs façonnés par des pouvoirs en place. Alors n'oublions pas que des grosses productions hollywoodiennes comme Iron Man ou Transformers ou I Am Legend se sont basées sur les bureaux de liaison du ministère de la Défense américain et leur utilisation, comme je l'ai dit hier, pour en faire des éléments subsidiaires. Donc, c'est une manière de mettre au défi le status quo de différentes manières. Par exemple, le directeur du bureau de liaison du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain, Philip N. Straub, qui est souvent remercié. Si vous mettez son nom, Philip M. Straub, sur la base de données de IMDb, du ministère de la Défense, vous aurez des exemples de films qui ont été financés par le Pentagone ou qui ont bénéficié des subsides financiers du Pentagone. Alors, qu'est-ce que une fiction cosmique émancipatoire qui ne renforce pas les intérêts du pouvoir en place, mais qui contribue à sa capacité imaginative pour transformer le façonnage du monde du futur, c'est-à-dire la construction d'une réalité qui honore un monde fait de plusieurs mondes, un monde de Beniba. Je crois que cela touche aussi sur la question du rôle de la fiction cosmique qui crée ce que Tristan vient de mentionner comme étant le contre-pouvoir. Et je voulais vous évoquer ou vous mentionner quelques exemples de fiction émancipatoire et de la manière dont elles ont façonné ma propre pratique artistique. Quand je vous parle d'art organisationnel, entre guillemets, c'est la manière dont j'imagine l'art étant une alternative aux institutions, c'est-à-dire une alternative au Parlement, une alternative à la biosphère, une alternative à toutes les choses en place. Donc ce sont des œuvres d'art qui non seulement imaginent le futur de manière différente, mais tentent de l'organiser de manière différente aussi. Alors je suis artiste moi-même et un travailleur intéressé dans le culturel et le social qui m'intéresse aux formes égalitaires de vie. Vous vous souvenez de la nouvelle Red Star, l'étoile rouge, écrite en 1908 par le philosophe russe Alexandre Bogdanov. C'est la base même de mon propre dialogue avec l'histoire de la fiction cosmique. Dans le livre de Bogdanov, le camarade Léonide reçoit la visite d'un martien, d'un révolutionnaire martien, juste après
le soulèvement à Moscou de 1905. Léonid, donc, voyage avec son camarade venu de Mars vers la planète rouge, bien évidemment, et découvre que la révolution communiste a déjà eu lieu sur Mars. Donc, sur ce Mars communiste, le camarade Léonid voit que le travail en usine est volontaire, que les travailleurs ne font pas qu'une seule tâche, mais qu'ils circulent continuellement entre différentes tâches et différentes occupations, que dans la colonie des enfants, il y a différentes générations de jeunes camarades qui s'éduquent les uns les autres et vivent en collectivité, que les monuments publics et l'exposition d'art sont conçues comme des réalisations collectives, mais malgré ces transformations émancipatoires de la société communiste sur Mars est confrontée à un grand dilemme, c'est-à-dire il y a une surpopulation et une extraction excessive de ressources. Donc il y a un débat de savoir si Mars, devenu communiste, doit ou non coloniser la Terre et continuer à extraire les ressources sur Terre, puisque les siennes s'épuisent. Donc, les explorations interplanétaires de Bogdanov et ses spéculations explorent le potentiel de la société communiste, et c'est-à-dire la réorganisation du travail, mais aussi les relations sociales, culturelles et sexuelles, et entre les genres. En plus, il m'a fait un script sur des dilemmes inhérents à l'industrialisation de masse, et comme on a dans SpaceX. Par contre, les objectifs contemporains, néocoloniaux, extractivistes, corporatistes interplanétaires sont très évidents. Ce sont des multinationales comme SpaceX, Elon Musk, Blue Origin, Jeff Bezos, qui parlent très clairement de colonisation sur Mars et déclarent que les humains sont engagés dans ces missions comme des pionniers pour faire de cette planète des terres. Donc, Terra Nullius, c'est un terme qui a été utilisé comme étant une planète qui n'appartient à personne et pour légitimer l'effacement d'histoires indigènes et de vie d'indigènes dans les endroits qu'on colonisait. Donc, la beauté fantastique de la tentative de Bogdanov dans son livre The Red Star est qu'il planifie, il planifie une société égalitaire complexe et plante les semences de ceci. D'une part, il a le projet de possibilité d'un futur interplanétaire, mais en même temps, il y a le dilemme et une contradiction inhérente. Dans ce cas, ça a trait à la dépendance du communisme sur le labeur qui est nécessaire pour extraire les ressources. Donc le communisme lui-même, pour que l'égalité radicale soit universelle, au sens propre, il faut qu'elle s'applique à tous et à tout. Parce qu'il n'y a pas de planète morte, il n'y a que des mondes vivants peuplés de camarades. Mon projet, ISS, Interplanetary Species Society, est en fait une forme de biosphère alternative expérimentale qui considère les humains ou les encourage à se considérer comme des invités plutôt que comme des pionniers. Et les invite à la coopération plutôt qu'à la colonisation. Et qui plus est, nous engage à penser à l'interplanétarisation plutôt que l'intraplanétarisme, c'est-à-dire un approfondissement de notre rôle et des liens de camarades entre les deux écologies. C'est une tentative de planter des semences de l'égalitarisme, ce que Bogdanov a fait en créant des œuvres d'art comme des machines à remonter le temps ou des machines à avancer dans le temps, par opposition à l'élite milliardaire qui peut se permettre des voyages dans l'espace. Donc, l'ISS, mon projet, s'est manifesté dans Reaktorhallen, une ancienne usine nucléaire à Stockholm, qui était autrefois construite en dessous de la surface de la Terre pour protéger la surface des rayonnements nucléaires, alors qu'à l'avenir, à cause du développement et du réchauffement climatique, nous allons être forcés de nous réfugier sous Terre, c'est-à-dire à cause du rayonnement intraplanétaire en surface.
La biosphère rassemble les humains avec des ammonites néoconstructivistes, des plantes prolétaires et des métallurgiques qui forment une assemblée non seulement d'écologie de nos présents, mais aussi avec celle d'un passé plus lointain. Les ammonites néoconstructivistes, par exemple, sont des fossiles. Il y a des pieuvres et des calamars qui ont vécu entre 300 millions et 66 millions d'années avant nous, qui ont péri dans la 5e extinction de masse. Alors, on pourrait se dire que entre la vie humaine et la vie des ammonites, il y a des différences énormes pour ce qui est de la manière dont elles vivent et la composition organique, mais les ammonites ont connu la 5e extinction de masse de la même manière dont nous sommes les témoins de la 6e qui est en cours. Ce sont des fossiles, et comme nous sommes des fossiles en devenir, qui plus est, les ammonites sont vraiment, littéralement, des fossiles qui sont à l'intérieur des énergies fossiles, c'est-à-dire des millions d'années d'agrégats et de corps ou d'animaux décomposés ou de plantes que le capitalisme écocide brûle en tant qu'énergie fossile pour accélérer le mouvement dans un présent qui détruit les possibilités d'un futur dans lequel les humains peuvent survivre avec sens. L'ISS, donc les corps constructivistes et les slogans des ammonites réfèrent au travail des artistes constructivistes et productivistes de la Révolution russe. Alors ça peut sembler un peu un paradoxe, mais des artistes comme Popova, Stepanova et Rodchenkov ont développé une théorie qu'ils appellent la théorie de l'objet en tant que camarade. C'est-à-dire l'idée, c'est que pendant la Révolution, les marchandises ne sont pas collectivisées, ça ne devient pas une propriété collective, mais deviennent des agents révolutionnaires. À proprement parler, dans mon projet ISS, l'idée est développée dans la reconnaissance politique d'un objet en tant que camarade qui s'étend au fait de reconnaître des éléments qui ne sont pas non humains comme des camarades, c'est-à-dire avec qui nous partageons une écologie du passé lointain jusqu'au présent et pour lutter pour le futur. Alors certaines des ammonites néoconstructivistes, évidemment, et de leurs slogans, sont eux-mêmes développés de la fiction cosmique émancipatoire telle que Hyper Empathy Now, qui fait référence à Octavia Butler's diptyque, le parabole du semeur et la parabole des talons. Dans les romans de Butler, on suit Lauren Olamina qui souffre du syndrome d'hyper-empathie et qui nous fait ressentir la douleur physique des autres qui sont à proximité. Olamina tente de créer une nouvelle communauté religieuse, mais laïque aussi, Earthseed, dans les futurs États-Unis, mais qui sont menacés d'effondrement écologique, d'autoritarisme des industries et d'extrémisme évangélique. Alors, malgré la destruction planétaire et la guerre civile constante, Olamina insiste que sa planète, Earthseed, et les communautés ne doivent pas rester ou continuer à vivre comme des îles, mais doivent travailler ensemble à transformer l'humain et l'espèce interplanétaire et s'engager avec d'autres mondes vivants. Le concept ou la conceptualisation faite par Butler de l'hyperempathie est essentielle pour établir de nouveaux liens de camaraderie entre les humains et les non-humains et les écosystèmes de travailleurs, y compris les plantes. Et la propagation de l'hyperempathie s'applique aussi aux plantes prolétaires dans mon projet ICSS, qui consiste d'images historiques, de posters socialistes et pas d'humains ou de travailleurs héroïques. Donc ça s'applique aux plantes prolétaires aussi, dans l'ISS. Et il y a des images de posters historiques dans lesquels ce ne sont pas les travailleurs humains qui sont les héros, mais les plantes qui deviennent les agents prolétaires principaux. Bien évidemment, la reconnaissance de travailleurs non humains peut avoir avec la réalité de l'existence agricole et industrialiste socialiste. Mais ces posters, ces images sur les posters ont été créées comme des semences dans le temps qui font appel à la reconnaissance du paradigme socialiste égalitaire qui s'applique à tous les écosystèmes, que ce soit les travailleurs ou même les plantes.
Au centre de la biosphère, il y a des météorites. Ici c'était l'emplacement où se trouvait le réacteur nucléaire environ. Et il y a des météorites qui datent de 4,5 milliards d'années. Donc ça veut dire que le sol existait ici. C'est comme un regard qui va dans le passé le plus profond à travers le trou de cette centrale nucléaire. Dans d'autres travaux artistiques, j'engage la personne qui regarde l'œuvre d'art à être un voyageur cosmique. Et ça, c'était quand j'ai lu Kim Stanley, The Ministry of the Future, le ministre du futur, écrit par Kim Stanley Robinson. Il y a un ministre du futur dont la tâche est de mettre en pratique les principes de l'accord de Paris sur le climat. Donc le ministre se concentre sur la défense des droits humains qui sont allés et d'autres travailleurs dans l'écosystème du futur pour arriver à une égalité fondamentale de la vie et des vivants à travers le temps. Le ministre introduit une monnaie carbone, c'est-à-dire une nouvelle monnaie qui représente le fait de ne pas brûler des énergies fossiles, ce qui veut dire que plus il y a de carbone qui reste dans la Terre, plus de capital on crée. Alors, en lisant Ministry of the Future, c'est vraiment un article formidable dans lequel Kim Stanley Robinson défend, entre autres, le fait, l'empreinte carbone et le fait de ne pas l'utiliser, et montre comment des formes très émancipatoires de science-fiction peuvent avoir un impact sur la réalité. Alors, quand j'ai lu Ministry of the Future, j'avais déjà commencé à travailler avec l'avocat Rada de Souza pendant un an et à préparer notre CC ici, donc une cour qui traiterait des crimes climatologiques et intergénérationnels. Ainsi nommée la CICC, essaye de confronter l'absence d'institutions juridiques qui traitent de ce genre de cas, et en particulier la catégorie du futur. Les cours peuvent poursuivre des événements présents sur base de preuves passées, mais elles ne peuvent pas poursuivre tout ce qui est futur, c'est-à-dire les humains non nés ou les plantes, des compagnies comme Unilever, ING ou Airbus, avec la complicité des États, peuvent stocker leurs crimes égocitaires dans le futur, c'est-à-dire parce que le futur n'a pas de juridiction qui permet de suivre celle-ci. Donc, le Intergenerational Climate Crimes Act, donc l'acte sur les crimes climatologiques intergénérationnels qui a été rédigé par De Souza, est le fondement légal de la CICC et qui appelle à une redéfinition du temps dans une lutte pour la justice climatique, aussi bien passée, présente que future, qui sont interdépendantes et radicalement égaux. Les ancêtres de l'avenir, les successeurs non nés doivent être reconnus comme ayant des ayants droit égaux et qui sont présents en même temps aux audiences publiques et qui rendraient responsables les multinationales des actes qu'elles font. La CCIC, donc, constitue des éléments de preuve de crimes intergénérationnels contre le climat, et populés par des animaux en extinction, des plantes qui n'existent plus, aussi bien que de fossiles ou d'ammonites fossiles. Au centre du tribunal, il y a un grand fossile qui est placé, qui a la forme d'un hexagone, et qui a la forme d'un hexagone, et de pétrole raffiné, en fait, une cuve de pétrole raffiné qui crée une arène chronopolitique. Et autour des corps, il y a des signes qui montrent qu'il y a des animaux qui sont contre un fond jaune, et parfois en langage qui n'existe plus, qui illustre le fait que les animaux sont une race éteinte. Et entre les autres, il y a des bannières, chacune qui a le mot camarade. Quand on regarde de plus près de ces posters, de ces bannières, de plantes ou animaux
en extinction, on voit qu'il y a des petits scotch ou des liens qui sont des traces par des scientifiques d'essayer de maintenir les liens de ce grand massacre. Ce sont des rappels un peu violents de la notion perverse de découverte, entre guillemets, coloniale, qui est bien liée à la destruction et à la disparition, parce que la forme mortifère de la coloniale ne veut pas savoir, elle veut juste posséder, être propriétaire. Et le titre de propriété, qui est aussi appelé un droit, est ce que rejette cette Cour. Honorer des travailleurs d'un écosystème non humain comme des camarades est une reconnaissance politique clé pour la Cour, la CICC, qui souligne la lutte contre ce régime réductif des droits. Si on fait du mal à une rivière camarade, si on fait du mal à des animaux, des plantes ou des humains camarades qui vivent en interdépendance, comment est-ce que les droits peuvent être individuels? Comment est-ce que les droits peuvent être seulement humains ou seulement animaux quand la réalité de notre lutte en tant que travailleurs dans un écosystème est une lutte collective d'autodétermination qui dépend les uns des autres? Nous sommes des camarades dans les mondes humains et non humains, parce que nous faisons partie d'une lutte existentielle, une lutte entre la défense des mondes qui vivent, qu'ils soient passés, présents ou futurs, et contre la forme de mort capitaliste qui est raciale et écocidale. Donc, si le ministère du futur existait, nous, la Cour, la CICC, contre les crimes contre le climat aurait été une de ces institutions. Et moi, en tant qu'artiste, j'aurais construit et élargi les propositions imaginaires pour les traduire en nouvelles formes émancipatoires et organisationnelles de la construction de plusieurs mondes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Thank you so much for this intervention. Merci beaucoup, Jonas, pour votre intervention. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle. Je vais peut-être commencer par en poser une. Il y a un mot qui est très important dans votre travail, et c'est le mot propagande. Vous nous avez parlé de propagande, vous l'avez évoqué maintenant, et nous connaissons tous l'importance de qui émet cette propagande. Ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est si vous pourriez vous étendre sur pourquoi vous êtes si attaché à ce mot propagande. Attaché au mot propagande. Alors, pour moi, en tant qu'artiste et chercheur sur la propagande, ce mot représente les efforts de construction de la réalité. Le domaine de la propagande, c'est un domaine de construction des mondes. C'est un domaine dans lequel les infrastructures, les narrations interagissent pour créer de nouvelles réalités normatives. Je ne crois pas qu'il y ait un monde sans propagande. Je crois que le monde est le résultat de la confrontation entre différentes propagandes et qu'il est essentiel que nous propagions dans un sens émancipatoire des alternatives émancipatoires aux futuristes qui peuvent aller à l'encontre de la réalité apocalyptique dans laquelle nous sommes maintenant, avec la chute de nos mondes et la chute de notre écosystème que nous traversons. Alors, il est intéressant, évidemment, de voir que le mot historique, propagande, vient de la biologie, c'est-à-dire la propagation des plantes, des animaux et autres. Et donc, je crois à la possibilité d'une propagande émancipatoire, la propagation de plusieurs mondes, la propagation de réalités transformatives dans lesquelles nous pourrions devenir des choses qu'on n'imagine même pas nous-mêmes dans nos propres traditions, dans notre tradition qui est oppressive. Et ça, pour moi, c'est en fait là où j'essaye d'opérer, ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Alors, c'est une merveilleuse réponse à la manière dont vous soulignez l'importance de la propagande en lien avec la fiction. Alors, pourriez-vous, est-ce que vous essayez de faire avec ce mot propagande, est-ce que vous pourriez le remplacer par le mot fiction? Et si vous ne pouvez pas le remplacer, ce n'est pas interchangeable, quelle est la différence?
Je ne crois pas que la fiction est fictive. C'est-à-dire, dès qu'on imagine quelqu'un ou quelque chose, il appartient déjà à la réalité. La réalité qui est une construction de la réalité. Et ce que je crois que c'est là même le pouvoir relatif de l'imagination. En tant qu'artiste, on doit avoir le pouvoir exécutoire. Mais nous avons le pouvoir de l'imagination. Évidemment, il y a une dimension oppressive, et celle-là une possibilité émancipatoire. Si on met l'imagination dans le public, on met les semences du temps dans le public qui se manifesteront peut-être pas maintenant, mais plus tard. Mais ces semences de temps attendent avant de devenir une réalité matérielle. Merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions s'il y en a. Louvain, vous avez une question? Merci beaucoup. Je voulais tout simplement savoir comment on peut poser sa candidature pour venir à l'Interplanetary Species Society. Eh bien, je vous ai entendu hier et je suis ravie de vous accueillir en tant que membre de notre coopérative d'espèces interplanétaires. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Mais s'il n'en a pas... Ah, si nous avons une question encore? Non? Alors, on va donner un micro. Merci beaucoup, Jonas. C'est une présentation fantastique. J'aime beaucoup l'idée des semences temporelles, semences du temps. Il y a beaucoup de vos idées m'ont interpellé, mais c'est intéressant, en particulier, d'imaginer si votre institution sait combien de temps ça prend pour que les fictions se réalisent. Parce que je vois que vous incorporez l'espace ou l'aspect temporel, il ne suffit pas de faire des projections, il faut une organisation aussi, il faut un déroulement dans le temps. On doit approcher les semences temporelles de manière pragmatique. Donc ma question est, combien de temps est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a un calendrier, des dates butoirs pour les plans? Comment est-ce que vous gérez cette chronologie? Eh bien, ça se manifeste encore plus dans le cas de la Cour, la CICC, pour les crimes intergénérationnels, parce qu'on est en train de lutter contre une crise qui est tellement évidente et pertinente, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu hors temps. Et c'est épouvantable de réaliser que nous sommes en train de brûler des énergies fossiles et on est en train de brûler du temps. On est en train de brûler le résultat de millions ou de milliards d'années qui ont été nécessaires pour produire cette énergie fossile. Donc, on est en train de brûler aussi nos ancêtres et des communautés indigènes, alors que celles-ci vous diront, nous, on nous a jamais donné le temps. Notre temps était toujours fini et notre monde était toujours en train de se terminer. Ça fait 400 ans qu'il se termine. C'est ce que vous diront nos ancêtres et les communautés indigènes. Donc, votre question sur le temps est vraiment pertinente et c'est important de reconnaître l'urgence du présent et aussi de reconnaître que tellement de ce que nous imaginons le monde pourrait être sont des futurs que nous avons hérités du passé. Donc, imaginons une plante qui tient un drapeau rouge ou un poster rouge ou qui fait la révolution. C'est quelque chose qui a été produit par un régime qui avait peu à voir avec la reconnaissance de noms d'humains et qui traitait des révolutionnaires. Mais en fait, évidemment, ces semences temporelles ont attendu le temps avant de pousser et de fleurir. Et maintenant, nous sommes en train de mener beaucoup de batailles en tant qu'acteurs très radicaux. Donc, il faut reconnaître que notre lutte prend place à différents niveaux temporels, des futurs passés, des passés futurs, que nous sommes des planteurs de semences temporelles pour ceux qui viendront après nous, si le futur va advenir, et que cette notion d'urgence et l'exigence de encore 1 million d'années vont main dans la main. Donc il est nécessaire de nous imaginer en tant qu'élément intergénérationnel
pour essayer de mettre fin à cette pensée en génération. Les enfants de mes enfants, c'est une manière de voir les choses de manière très très courte et très réduite. Si on pense à la mémoire de la Terre, dont nous avons l'héritage de la mémoire de la Terre, est-ce qu'on ne peut pas demander encore au moins 1 million d'années? Les Ammonites nous parlent de milliards d'années. Donc je crois que c'est une lutte chronopolitique entre l'urgence absolue de l'ici et maintenant pour arriver à tout ce que nous avons commencé à faire pour rendre notre futur vivable et par ailleurs insister sur le fait que l'arène de ce qui rend notre futur impossible, c'est pas les mêmes. Nous avons besoin d'encore 1 milliard d'années au moins. Merci beaucoup, Jonas. C'est vraiment cette conclusion est très éloquente. Ce n'est pas toujours, lorsque nous parlions de ce symposium, ce n'était pas toujours comment il y a une colonisation du temps aussi qui se passe, qui est à travers la science-fiction et comment l'imaginaire peut aider avec cette histoire du futur qui est colonisée aussi à travers. Donc, formidable écho entre les deux présentations. Merci encore. Maintenant, on va prendre une pause rapidement, peut-être 5 minutes de pause, très rapide parce que nous sommes un petit peu en retard et on reviendra pour la dernière présentation. Merci beaucoup.